Lorsque les 17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, vous savez que vous avez rendez-vous avec le programme Le Grand Soir, la quotidienne, qui met l'information dans les chaumières. Et ce soir, en guise d'information, nous plongeons pieds et poings liés dans cette question d'or. Exploitation illégale d'or. Les, justement, 216 entreprises épinglées par le MINMIT. Le 8 juin dernier, la décision est sortie. Elle met en avant une quinzaine d'entreprises qui sont déclarées non conformes à l'exploitation de l'or à l'est et surtout dans la Damawa du Cameroun. Ce soir, on va essayer ensemble de passer au crible ces entreprises-là. On précise qu'elles sont abondamment étrangères. On précise aussi que de nombreux noms qui ont parfois fait la une de certaines communications ne sont pas apparus dans la communication du MINMIT. Ce soir donc, on parle de l'or au Cameroun et de son exploitation illégale. On reviendra aussi en deuxième partie, deuxième séquence, sur justement cette malédiction, nous l'avons appelée comme ça, du bicéphalisme dans les formations politiques au Cameroun. C'est quasiment à chaque parti sa guerre de clans, que ce soit désormais au MRC, à l'UPC, de nombreux partis ploient justement dans ce qu'on a appelé cette lutte pour le contrôle de la formation politique. Ce soir, on va essayer justement de nous interroger qu'est-ce qui fait problème, pourquoi les leaderships aujourd'hui ne font plus consensus, est-ce que l'opposition principalement et peut-être le RDPC, si oui, à ce niveau, est-ce que les leaders, je l'ai dit, ne sont plus en capacité de rassembler les foules? Est-ce que le consensus a disparu? Autant de questions qui certainement trouveront réponse ce soir sur le plateau du Grand Soir. Lorsque je l'ai dit, mesdames, messieurs, je prends le break et je reviens tout de suite après avec notre partenaire Plan de Vie pour sa communication. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai annoncé, le porteur de bonnes nouvelles, le Makuma est là pour l'instant. Plante de Vie, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga et merci encore de l'amitié que tu me fais m'invitant sur ton prestigieux plateau du Le Grand Soir. Alors, je l'ai dit, vous avez des bonnes nouvelles puisque les ménages, à chaque fois que vous apparaissez sur nos écrans, les ménages sont contents parce que le Makuma a des solutions à tous les problèmes de santé qui justement entourent et nuisent à la vie des ménages camerounais. Bien évidemment, nous avons des traitements qui redynamisent les organes de base, nous avons des traitements qui mettent les hommes sur pied parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui ont ces problèmes-là au quotidien. Il faudrait savoir que nous travaillons beaucoup en journée et parfois on arrive en soirée à la maison, on est épuisé, on n'arrive plus à rien faire à la maison. C'est pourquoi Plante de Vie pense à tous ces hommes-là qui ont les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente. Il faudrait le savoir que la faiblesse sexuelle dans son ensemble en elle-même n'est pas une maladie. Oui, c'est le symptôme d'une maladie qui peut être causée par le stress permanent qui est l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle. Nous avons les maladies telles que le chlamydia ou la chlamydia, nous avons le diabète, nous avons les hémorroïdes qui provoquent la faiblesse sexuelle mais qui entraînent des problèmes de troubles érectiles. C'est pourquoi très souvent nous disons que... Alors à ce niveau, le Makuma, beaucoup de nos spectateurs s'interrogent sur à quel moment peut-on estimer qu'on fait face à un trouble érectile. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse se tourner vers le Makuma pour résoudre le problème? À quel niveau, à quel moment est-ce qu'on est face à un trouble érectile? Vous allez constater que j'ai parlé de
du stress permanent. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stéphane Barga, à la maison, est constamment en conflit avec madame. Il va constater qu'au départ, il avait une érection qui était assez forte. Mais plus les conflits à la maison s'accentuent, plus ça va s'éterniser. Il va commencer à avoir une baisse de libido. Oui. Tu comprends un peu? Et ça veut dire quoi? Même au niveau du boulot, une fois que tu n'es pas dans un cadre assez reposant ou bien reposé, forcément, quand tu vas arriver à la maison, ça va se répercuter. Parce que là, c'est ton subconscient. Le subconscient, on ne trompe pas. On peut tromper sa conscience, mais on ne trompe pas son subconscient. Ça veut dire quoi? Une fois que le subconscient il a accumulé ce stress-là, il arrive, quand tu arrives pour avoir un rapport sexuel, il ne démarre pas. Elle n'est pas confondre avec la panne sexuelle, parce que la panne sexuelle, elle est à part. La panne sexuelle, elle peut subvenir lorsque bien Stéphane Barga a pensé tellement à avoir un rapport sexuel avec sa conjointe. Oui. Le moment venu, je ne démarre pas. Or, je n'ai aucun problème clinique, aucun, même, je ne suis même pas stressé, mais le fait que j'ai beaucoup pensé au moment qui devait arriver, quand le moment arrive, Dagobert, lui, il ne démarre pas, il n'est pas au rendez-vous. Là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de boire beaucoup d'eau, tout simplement, et de se reposer. Et il dit qu'on va reprendre plus tard. Et très souvent, ça prend. Nous avons des personnes là qui ne savent pas lire leur corps, bien de comprendre leur corps. Le monsieur qui dort dans la soirée et que lorsqu'il se réveille au matin et qu'il n'est pas debout, une fois, deux fois, il faudrait que ce monsieur doit s'en inquiéter sur sa santé de manière générale, oui. Un homme en bonne santé qui se lève, même si le monsieur là a 80 ans, il se lève une fois, deux fois, trois fois, sur une semaine, il se lève tout le matin et qui n'a pas d'érection matinale, cher papa, il faut aller consulter. Peut-être il y a un chlamydia qui te dérange, peut-être qu'il y a un diabète, entre le sucre qui est élevé, ou bien peut-être que ta prostate est déjà attaquée. Il faudrait dominant consulter. Nous avons les traitements à disposition pour ça. Je le dis tous les jours, cher monsieur, évitez des produits aphrodisiaques, évitez des produits excitants, évitez de consommer trop alcoolisé ou bien trop sucré, parce que c'est aussi ça qui nous entraîne dans des problèmes de défaillance sexuelle, de troubles érectiles. Comment faire pour reconnaître qu'on a une faiblesse sexuelle? C'est aussi simple que ça. Lorsqu'il y a des personnes qui sont en érection, pour qu'elle ait une pénétration, elle est obligée d'accompagner l'érection avec la pénétration avec la main, ce qui n'est pas toujours bon. Il y a des personnes que lorsqu'elles ont éjaculé, pour qu'elle puisse redémarrer, il faut attendre 1 heure de temps, 2 heures de temps, voire le lendemain, voire 2 jours plus tard, pour qu'elle puisse avoir une érection à nouveau. Et il y a des personnes que, à peine la dame a posé la main sur lui, que le monsieur n'est plus sur le champ de bataille. Non, je parle de faits. Ce sont parfois ces hommes, la plupart du temps, ce sont nos femmes là qui reviennent nous rapporter ça au quotidien, parce que nous, on passe en consultation avec ces différentes personnes là. Alors, nous avons donc les traitements tels que le King tapé, qui n'est pas un produit aphrodisiaque, qui n'est pas un produit excitant, qui résout les problèmes liés à la sexualité. Même les femmes là qui ont les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel, des douleurs lors des rapports sexuels, ou même parfois des saignements lors des rapports sexuels, le produit King tapé est recommandé pour vous. À côté de ça, nous avons toujours nos coproduits Open Sex, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour des personnes qui sont victimes du petit appareil génital. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Je le disais toujours, chers parents, vous qui êtes en train de procréer actuellement, évitez de pratiquer la circoncision précoce et évitez de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison. Le Makouma, merci pour toutes ces bonnes nouvelles et très certainement rendez-vous demain. C'est avec plaisir, Stéphane. Mesdames, Messieurs, nous avons fait le break avec notre partenaire Plan de Vie. Tout de suite, on va procéder donc à la suite, continuation de cette édition du Grand Soir avec la présentation de ceux qui vont nous accompagner. Je vais commencer par ma droite avec Maître Jean Guizogo. C'est le leader de l'UPA qui répond présent à l'appel ce soir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Stéphane Barga. L'Union des populations africaines, le parti politique de l'avant-garde panafricaniste authentique par ma voix, vous dit merci pour l'invitation qui témoigne de la confiance renouvelée d'Info Télévision à notre parti. Mes amitiés à mes co-discutants de cet après-midi que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Toute ma sympathie à l'équipe technique
qui s'affairent de l'autre côté à nous permettre de diffuser cette idéologie d'avenir de l'Afrique à travers les ondes de Info TV. Je saluerai également les militantes et les militants, les sympathisantes et les sympathisants de l'Union des populations africaines qui aujourd'hui couvrent déjà 5 régions sur 10 au Cameroun. Et je salue également tous les partenaires de notre parti dans le cadre des différentes coalitions dans lesquelles nous nous sommes engagés pour les élections législatives et municipales à venir. Merci, Maître Jean-Guy Zogo, pour la présence. Ma gauche proche me renseigne justement de la présence de M. Patrick Nsiga. Il est enseignant, il est acteur de la société civile, il est analyste très pointu sur les questions sociales. Bonsoir, M. Nsiga. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes co-discutants de ce soir. Un plaisir renouvelé de toujours être parmi vos invités sur ce plateau du Grand Soir. Qu'il me soit permis, Stéphane Barga, d'adresser un vibrant hommage à mes collègues enseignants dans leur périple exercice d'enseignants qui, en ces moments, sont au four au moulin pour, en ce qui concerne les évaluations oui. fin d'année et les certificatives. Il y a eu d'abord, il y a eu, monsieur Nsiga, beaucoup de bruit de ce côté avec ce GCE qui a été renvoyé. Vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que je leur adresse ce vibrant hommage. Est-ce que tout cela, vos collègues enseignants, sont à féliciter, monsieur Nsiga? C'est justement ça, quand je leur adresse ce vibrant hommage, c'est pour faire comprendre effectivement que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que nous décrions ce qui se passe au Cameroun. Avez-vous souvenance qu'un seul exercice, qu'une seule session d'examen se soit passée sans qu'on ne parle de la fuite des épreuves? Jamais, si ce n'est du côté de l'anglophone, c'est du côté francophone. Lorsqu'à chaque fois ça passe comme si de rien n'était, sans qu'on ne s'en interroge, sans qu'on ne se demande quel est le réel problème, pourquoi la fuite des épreuves. Mais c'est passé, ça va également passer cette année sans qu'on ne dise absolument rien. Alors, l'absence de sanctions peut-être encourage justement les uns et les autres à persévérer dans cette voie ignoble pour l'éducation. La sanction ne sert absolument à rien, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, monsieur Nsiga? Il faut creuser, puisqu'il s'agit bel et bien d'un système. C'est un système éducatif qui est en place. Ne dites pas que les enfants, les élèves, les candidats que nous avons sont responsables de ce qui se passe. Ils ne travaillent pas dans des officines qui produisent des épreuves. Donc tout doit commencer par le haut. Il faudrait qu'on commence par la chaîne, le bout de la chaîne où les épreuves sont produites. Et chaque année, c'est la même chose. Et je tiens à rappeler que lorsque le lycée a été renvoyé, comme ça a été le cas, et sera réorganisé, ça prend un coût énorme, un coût financier énorme. À l'État. À l'État. Et quand on sait même d'ailleurs très bien que les difficultés qui entourent l'organisation de ces examens au Cameroun depuis des années aujourd'hui, où les intervenants boudent aujourd'hui à participer à ces examens, c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai félicité ceux qui, au périple du fait qu'ils ne sont pas payés, parfois c'est 3 ans plus tard. Et malgré 3 ans plus tard, ça n'arrive toujours pas. Vous arrivez dans un sous-centre d'examen où on a convoqué 10 intervenants, 2 seuls répondent à l'appel. Et aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. La hiérarchie n'est pas au courant? La hiérarchie est au courant puisque les rapports leur sont adressés. Et chacun à son petit niveau essaie de gérer, il colmate les brèches comme il peut afin que l'examen puisse se dérouler dans le cours en question. Mais est-ce que cet examen-là s'est déroulé vraiment avec les professionnels qui sont dédiés à cette tâche? Mais ça ne meut personne parce qu'on attend les résultats. Quelle que soit la manière, les résultats pourraient arriver. L'essentiel, c'est que les résultats arrivent. Donc c'est pourquoi je fais encore ce coup de gueule aujourd'hui pour dire à ceux qui nous dirigent que continuons à fermer les yeux, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais plus ça va pourrir, ça finira un jour par sentir dans ce pays. Merci, monsieur Nsiga. Je précise à tous ceux qui nous regardent et qui pourraient être surpris par la puissance du discours que vous-même, vous êtes enseignant, donc vous n'êtes pas exclu de ce qui se passe. Autre acteur sur le plateau politique, je précise, c'est monsieur Molu Iliasson. Il est justement le secrétaire national à la communication du mouvement réformateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbarga. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs et merci pour l'invitation. Comment se porte le mouvement? Le mouvement se porte bien pour le moment.
nous sommes en train de confectionner nos listes en vue d'être prêts au moment de la convocation du corps électoral. Vous savez que le calendrier est maîtrisé par le président de la République. Donc, quand il voudra bien convoquer le corps électoral, nous serons prêts. Rassurez-vous, ce sera certainement d'ici février prochain. Les gens nous avaient parlé de février 2026, mais... Merci cher monsieur d'être présent en ces lieux. Je m'en vais dire bonsoir et bienvenue à monsieur Benoît Feudieu qui est le plénipotentiaire justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux co-discutants et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous allez bien? Je vais bien. Si déjà vous-même vous constatez quand même que le Cameroun va bien, il va de soi. Votre Cameroun là, vous va bien? Merci Benoît pour la présence en ces lieux. Je vais aussi dire bonsoir, un bonsoir particulier à l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, et représenté sur ce plateau par son plus haut dirigeant. Je parle ici du docteur Pierre Balengel Nkot qui nous accompagne ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Comment va l'UPC? Très bien aussi. On aura le temps d'en parler justement de la santé des différentes formations politiques présentes en ces lieux. Je l'ai dit, nous allons introduire ce plateau du Grand Soir avec cette actualité qui nous amène vers l'or. C'est une question qui agite les chaumières depuis un moment au Cameroun. Maître Jean-Guy Zogo, alors le ministère en charge, a décidé comme ça, le MINMIT je précise, décidé comme ça de mettre sur la place publique les noms des fautifs. On parle de 116 entreprises qui ont été comme ça prises la main dans le sac par le ministre et qui sont désormais sommées de se mettre à niveau et de se mettre à la norme camerounaise. Bien, je suis un peu amusé parce que je pense que c'est un sujet extrêmement délicat et que nous allons nous abstenir de heurter certaines personnes, même si c'est notre pays. Nous nous connaissons en détail, nous savons qui fait quoi et qui a déjà fait quoi. Il y a un proverbe Menyimbasa qui nous raconte que dans leur jeunesse, le mille-pattes s'en était parti rendre visite au serpent. Et lui avait proposé que les deux se dotent d'embryons de pattes afin qu'une fois grand, il n'ait pas de souci de mobilité. Le serpent lui a répondu de manière très orgueilleuse que lui, il s'est doté de pattes uniquement lorsqu'il sera adulte. Aujourd'hui, nous pouvons tous constater que le mille-pattes a des pattes en n'en plus fini, le serpent en cherche encore. Castor Senda Fanda, Joseph Tchunjang Pouemi, Ruben Oumniobe, Hubert Kamgan, et j'en oublie certainement, ils sont nombreux, ceux qui ont démontré très tôt, par A plus B, qu'une indépendance politique sans indépendance économique était une coquille vide. Oui. Et ils ont également démontré que la pièce maîtresse de l'architecture économique d'un pays, c'est la monnaie. En avoir le contrôle, c'est déjà asseoir une partie de la souveraineté économique de son pays. Nous sommes en 2026, le renouveau a 44 ans, et en 44 ans, le renouveau n'a pas su opérer les réformes nécessaires pour nous sortir du franc CFA. Mais le pire, c'est que le renouveau a réussi l'exploit de faire comme si gouverner, c'était se contenter de constater. Parce que quand on dit aujourd'hui que le MINMID a sorti la liste des entreprises prises dans le sac, soi-disant prises dans le sac, ça nous rappelle qu'il y a quelques jours, les mêmes gouvernants, les mêmes dirigeants, nous faisaient croire qu'ils étaient surpris par le nombre d'entreprises qui exploitent illégalement l'or de notre pays. On parle de l'or et le scandale a commencé depuis l'année dernière où un pays, ami, qui a importé de l'or au Cameroun, donnait une quantité d'or importée et nous on donnait un autre chiffre de la quantité d'or qu'on lui avait vendu, ce qui témoignait d'un brigandage institutionnel extrêmement ignominieux qui démontrait le manque de sérieux de ceux qui nous dirigent. Je rappelle qu'ils dirigent, ils ne gouvernent pas. Parce que gouverner, c'est prévoir. Vous avez le choix de vos mots. Oui, bien sûr. Ils ne gouvernent pas. Pourquoi? Gouverner, c'est gérer les ressources. La caste des gens qui se prennent pour des Camerounais à part entière. La caste de ceux qui sont des Camerounais entièrement à part, c'est-à-dire des exclus. Et la caste des étrangers qui se prennent pour des Camerounais plus Camerounais que les Camerounais entièrement à part. Ce sont ces gens-là qui se pensent plus Camerounais que nous et qui peuvent arriver chez nous, exploiter notre or et nous rappeler que la corruption est tellement
ancré dans l'administration camerounaise que le jour où vous allez vous plaindre, on corrompt simplement celui qui a la charge de venir contrôler les activités. Dans un pays sérieux, Stéphane Baga, on ne peut pas avoir 216 entreprises qui exploitent illégalement l'or dans une région où vous avez les autorités administratives, les autorités sécuritaires qui sont supposées, mais je suis sûr que c'était un opposant politique qui était caché à l'Est. On l'aurait retrouvé depuis. Merci, merci maître. Alors, monsieur Assiga, il faut dire que la situation est grave et les faits reprochés à ces sociétés-là sont encore plus graves. On parle d'exploitation sans autorisation, on parle de non-respect des obligations environnementales, on parle d'abandon des sites après exploitation, on parle de déplacement hors des périmètres attribués, on parle d'incapacité chronique à atteindre les seuils minimaux de production. Un cocktail explosif, mais qui aujourd'hui, et Maître Jean-Guy le soulignait, semble surprendre ceux qui dirigent et ceux qui sont censés normer justement l'exploitation de l'or dans l'Est, dans la Damawa au Cameroun. J'ai d'abord une question sur le dernier point. Comment est-ce qu'ils sont au courant qu'ils sont dans l'incapacité d'atteindre le seuil minimum de production? Voilà. Comment est-ce qu'ils le font? Je tiens à rappeler ici que la loi 2023 qui vient remplacer celle de 2016 sur le code minier a défini un certain nombre de prérogatives en ce qui concerne l'exploitation minière au Cameroun. C'est fort de cela, au regard du contenu de cette loi de 2023, on se rend très bien compte que c'est d'ailleurs à l'issue de ce nouveau code minier que l'État a pu créer la Sonamine. Et la Sonamine allait regarder les prérogatives qui sont dédiées à la Sonamine. C'est pourquoi vous avez un rapport venant de la Sonamine en ce qui concerne l'exploitation de l'or de ce côté de l'Est Cameroun. À ma connaissance, non. On a suivi la communication du directeur général de la Sonamine. C'est vrai que de nombreux citoyens sont un peu restés sur leur faim. Les restés politiquement corrects. Effectivement, c'est une communication qui était vide. Parce qu'en réalité, lui-même, comme nous autres qui ne sommes pas sur le terrain là-bas, il ne sait pas en réalité ce qui se passe de ce côté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque le MINMID vous sort cette liste de 216 entreprises. Lorsqu'on connaît un peu l'Est, on a la question de savoir comment est-ce qu'ils font. Comment ils sont semble désert. Comment est-ce qu'ils font pour opérer là-bas? Ces entreprises sont entrées comment? Pour se retrouver à l'Est Cameroun. Si vous avez eu la chance de faire un tour de ce côté, c'est là que vous allez comprendre que 216, c'est même petit. Moi j'ai grandi à Gelmendouka, c'est pas un secret. Voilà. J'en suis d'ailleurs très fier. Voilà. Pour que vous vous rendiez certainement compte que le pillage des ressources du sol et du sous-sol qui se passe du côté de l'Est Cameroun, franchement, n'est pas digne pour un pays comme le nôtre. Il me souvient, et c'est d'ailleurs ce que dit le code minier, de ce que les richesses du sol et du sous-sol sont des richesses régaliennes de l'État du Cameroun. Alors, lorsqu'on égrène les entreprises citées, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de Camerounais là-bas? Malheureusement, non. Nous connaissons très bien les partenaires qui pullulent de ce côté pour cette exploitation. Il faudrait comprendre une chose. Comment est-ce qu'on obtient l'agrément pour exploiter de l'or au Cameroun? C'est une affaire très compliquée. On doit se poser qui octroie l'agrément pour exploiter de l'or au Cameroun. Parce que si on parle qui a octroyé les agréments, et après, ils découvrent qu'ils sont 216 déjà. Il faudrait donc comprendre une chose. Si on a pu identifier 216, ça veut dire qu'il y a également, se sont enregistrés 216. Oui. C'est-à-dire que ces entreprises sont enregistrées au Cameroun de façon légale. Et maintenant, arrivé sur le terrain, le tout n'est pas de s'enregistrer, mais d'obtenir l'agrément qui va avec. Et quand même l'agrément va à expiration, est-ce qu'il y a renouvellement? Et autre chose, le contrôle sur l'exploitation. Comment est-ce que ça s'opère
Oui. Comment est-ce que ça s'opère? Est-ce que le MINUD peut certifier aux Camerounais aujourd'hui d'avoir les moyens qu'il faut pour dire que l'une de ces entreprises exploite tant Alors, le MINUD, à une date précise? il est sur le terrain, il fait ce qu'il peut. On l'a vu à plusieurs reprises du côté de l'Est, essayer de ramener justement les fautifs à l'ordre. Est-ce que peut-il faire de plus? Ce qui me ramène à rejoindre Maître Guizot qui parlait tout à l'heure de la corruption lorsqu'il chutait. Que bien évidemment, les autorités locales se retrouvent à cœur joie en train de se remplir les poches. Je parle des autorités administratives, les autorités coutumières, sécuritaires, locales se retrouvent en train de se remplir les poches au détriment de l'intérêt général du Cameroun. Et c'est ça qui fait mal. Lorsqu'on on parlait de l'importation des tonnes d'or qui se seraient évaporées. C'était sous quelle base? Et jusqu'aujourd'hui, où en sommes nous-mêmes avec cette affaire? C'est l'interrogation, monsieur Asiga. C'est vrai que monsieur Elias Solmon lui va justement donner son sentiment, son ressenti sur les chiffres qui sont avancés, parce que de ce côté-là aussi, les chiffres font peur. On dit en 2023, 953 kg d'or produits officiellement, mais seulement 22,3 exportés, ou alors déclarés par la douane. C'est-à-dire qui ont été enregistrés par l'État du Cameroun. On parle de 2008-2018, les Émirats Arabes Unis ont importé 11,7 tonnes d'or du Cameroun, alors que le Cameroun n'en déclarait que 32 kg maximum par an. Alors, lorsqu'on arrive à des chiffres pareils, à des différentiels pareils, et que l'État perd autant d'argent, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Monsieur Mbarga, il y a lieu de s'inquiéter, mais il faudrait que le ministre, en particulier le ministre des Mines, arrête de se foutre la gueule des Camerounais. Il ne peut pas venir un bon matin découvrir qu'il y a 216 entreprises qui exploitent de l'or illégalement. Non! L'administration est verticale. D'abord, il est ministre par intérim. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Oui, je dis, je ne sais pas s'il a le droit de prendre certaines décisions. Oui, je parle de la verticalité. En plus d'être ministre, après le ministre, on a le SG du ministère. Oui. Au niveau des régions, on a le régional. Après, on a le départemental. Comment aujourd'hui, ils découvrent qu'on a 216 entreprises qui exploitent de l'or de manière illégale? Ça, c'est se foutre de la gueule des Camerounais. Je ne vais plus revenir sur ce que M. Asiga a dit et le président. Ce sont des complicités. Évidemment que ce sont des complicités qui sont à des niveaux insoupçonnés. Parce que, figurez-vous, M. Mbarga, ces gens, ces différentes nationalités qu'on a citées, sont escortés par des forces de défense et de sécurité camerounaises. Payés par l'État du Cameroun. Ils sont dans des grosses prados, ils sont hyper armés. Mais comment ça se passe? Comment vous exploitez quelque chose de manière illégale et nos forces vous escortent? Maintenant, il faut bien protéger ceux qui investissent au Cameroun. Ça ne serait pas interdit aussi. On les protège. Je parle de ceux qui exploitent de manière illégale. La question, c'est justement de mettre en avant comment est-ce que la transaction se passe. Il y a ceux qui certainement exploitent aussi de façon légale. On ne peut pas tout renverser. Maintenant, vous avez parlé des chiffres. Oui. Depuis une... Bon, je ne vais pas dire, depuis notre accession au PPTE, depuis qu'on a réduit la dette, on a été admis à l'initiative PPTE, c'est comme s'il y a un nouveau pillage systématique de toutes les ressources du Cameroun. Monsieur le président de l'UPA disait tout à l'heure, il a évoqué on a vu une vue panoramique, mais vous vous rendez compte que dans ce pays, les gens ont vendu notre brut à un prix sous-côté du marché parce qu'ils voulaient s'enrichir, l'affaire Glencore. La Chambre des comptes a fait un rapport détaillé, indexant 2 ministres pour des malversations financières à propos du Covid. Je ne trahis pas un secret. Indexant 2 ministres qui sont toujours en fonction. De deux, en économie, nos exportations, ce sont les importations de notre pays. Donc ça veut dire que ce pays a mis, en important l'or du Cameroun,
eux là-bas, ils sont sérieux. Ils vont établir les statistiques réelles. Et ils les communiquent. Ils sont sérieux et les communiquent. Puisqu'ils ont besoin de faire une base de données chez eux. Ils ne sont pas comme chez nous. Maintenant, lorsque nous arrivons à découvrir ce qu'ils ont exploité, ce qu'ils ont acheté, 11 tonnes d'or, le pauvre directeur de la Sonamine parlait d'environ 2000 milliards. Mais quand je me rends compte que parfois le ministre Moutazé va chercher 70 milliards sur des marchés, il va chercher parfois 50 milliards, parfois 200 milliards. Et voilà, 2000 milliards. Il y a un taux incroyable, 9,5% parfois. Et voilà 2000 milliards qui s'évaporent comme ça. Le pauvre directeur de la Sonamine, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il nous a fait comprendre que si vous avez de l'or chez vous, venez vendre la Sonamine. C'est la Sonamine qui est le seul habilité à acheter de l'or. C'est ça que la loi dit. Oui, c'est la loi. Et le chef de l'État, en créant la Sonamine, a donné 2 tutelles. Le Minepat et le Minfi. Le Minfi, en vendant de l'or, le Minfi allait recevoir de l'argent et le Minepat allait investir sur le développement local des routes. Mais local, les écoles, les routes. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le directeur de la Sonamine est dépassé. Parce qu'il ne sait plus à quel sens il veut. J'ai suivi la conférence de presse. Il est dépassé. Et hier, au Sago, le ministre dit qu'on va sanctionner ces entreprises. Oui. Mais à quel moment on va respecter les Camerounais? Mais vous voulez qu'ils disent Il quoi? faudrait qu'on nous respecte à un moment donné. Qu'on ne sanctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous proposez quoi? Qu'on débarque ce ministre. Quand le débat, il est même pas intérimaire. Je prie Dieu qu'au prochain ne faisons pas un focus sur la personne du ministre, M. Moulou. Ça veut dire que le pays n'est plus gouverné à cette allure. Ça, c'est vous. Ça veut dire, oui, puisque si on peut pas, c'est le ministre qui est responsable des agréments dans son ministre. C'est lui qui répond. Je prends un exemple simple. Monsieur Assiga tout à l'heure a parlé des enseignants. Madame Nalova Longa a pris ses responsabilités lorsqu'elle a constaté qu'il y a eu fuite des épreuves, a annulé l'examen. Elle prend ses responsabilités. C'est elle la responsable. Elle assume. Elle n'a pas attendu que l'ordre... Non, elle a annulé l'examen. Elle a dit on reporte. On ne peut pas parler. Elle a dit on reporte. Donc, M. Bala, il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais. Merci, M. Moulu. Alors, je m'avais recueilli à l'avis de Benoît Fedjo. C'est vrai que l'État a ordonné des mesures à... Répondre à mon copanéliste que ce n'est pas la cour de la maternelle où on va prendre la chicotte, on tape seulement les enfants que mettez-vous dehors, sortez. Il faut non seulement adapter une méthode qui répond à certaines normes pour pouvoir arriver à la sanction. Parce que si vous envisagez seulement une sanction sans méthode, vous risquerez de créer un problème dans le problème. Parce que peut-être ce qui n'est pas clairement dit dans cette communication, c'est que c'est quoi même cette exploitation illicite? Oui. Alors quand on va plus loin, on se rend compte que on a des entreprises qui ont eu normalement le permis. Et donc, le permis est expiré depuis. Oui. Et alors, ils entrent dans l'exploitation illicite. Non-renouvellement des permis. Non-renouvellement des permis. Lorsqu'on vous donne un permis pour séjourner pendant un mois, quand les 1 mois passe, et puis vous continuez pendant 1 an, vous êtes dans l'illégalité. Tout à fait. Alors, il y a ceux qui ont obtenu le permis d'exploitation, de recherche. Parce que là, dans le code minier, c'est clair. Les recherches, ce n'est pas l'exploitation. Oui. Alors, mais, ils arrivent sur le terrain, ils vivent dans l'exploitation. Ils sont dans la recherche désormais aussi. Dans l'exploitation aussi. Oui, ils vivent dans l'exploitation. C'est un grand nombre. Alors, à ce niveau, Benoît, comment est-ce que le régulateur cautionne ce type d'égarement? Un homme qui est là pour faire la recherche se retrouve exploitant. Comment arrive le délégué régional de l'Est? Parce que là où je prends là, je suis en train de répondre à beaucoup d'interrogations que j'ai suivies sur le Allez-y, Benoît. Parce que j'ai suivi effectivement, quelqu'un a posé une question que le commun de Camerounais poserait. Parce que quand on parle de l'exploitation industrielle, ce n'est pas une histoire que c'est avec mon petit téléphone qu'on vient exploiter. Oui. Il y a tout un appareillage qui est le fondement de logistique qui permet. Donc on pourrait se poser des questions. Qu'ils sont entrés avec comment? Non, ils ne se sont pas envolés. Donc il y a des ruses, comme je suis en train d'expliquer. De gens qui viennent, ils obtiennent bien le permis de recherche et sur le terrain de recherche, ce n'est pas la recherche, ils vivent dans l'exploitation. Alors, il y a ceux qui le font également
qui vont sur le terrain n'ont pas de permis. Vous savez, le code minier a prévu que une certaine quantité ou encore certains endroits soient laissés à l'exploitation artisanale. Oui. Parce que les populations de là, Elles doivent aussi vivre. doivent aussi vivre. Mais sauf que on retrouve encore certains qui dealent avec certaines sociétés au lieu de procéder, de continuer dans l'exploitation artisanale qui est progressive, qui est lentement, qui donne petit. On vit dans l'exploitation industrielle où avec les machines, on détruit. Tout le monde est témoin de la face hideuse de ces camps d'exploitation. Oui. C'est parce que même le code minier prévoit. Tout ceci devait avoir une certaine méthode. On creuse, on protéger l'environnement aussi. Protéger l'environnement. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que qu'il faut reconnaître quand même que le code minier de 2023, j'ai aimé qu'il a cité, qui vient compléter celui de 2016, qui est lui-même modifié de 2001. Donc vous comprenez un peu le retard, la progressivité des tests d'abord pour commencer. Oui. Pas 2001. L'or est au Cameroun depuis combien d'années? Depuis Mathusalem. Alors, pourquoi offrir ou alors ouvrir l'exploitation à des étrangers? Est-ce que le Camerounais même, la Sonamine que le président a créée, a été dépassé par cette exploitation? Pourquoi ne pas subvenir l'exploitation par l'État du Cameroun en lui-même comme d'offrir des agréments à des investisseurs ou alors des partenaires étrangers? On y arrive, Stéphane Barga. Moi, j'ai dit, je prends un peu la progressivité des tests pour faire comprendre à quel moment, je ne voudrais pas utiliser le terme « nous avons pris conscience », pour dire à quel moment nous nous sommes engagés dans le travail et l'exploitation de notre sous-sol. Parce que cette histoire part même jusqu'à aller très loin, toucher même les accords coloniaux. Ça, mais je ne laisse les accords coloniaux, je reviens là où nous avons pris les choses en main. Oui. Et je pars de 2001 à l'amélioration des tests en 2009, à la modification qui va en 2023. C'est après 2023 qu'on crée la Sonamine. Et c'est en 2023 qu'on a le code minier qui essaie de prendre certaines dispositions. Et quand le code... Je parle là des populations. Comment est-ce que vous expliquez à un natif de l'Est qui voit l'or de chez lui vendu à Dubaï où il ne mettra peut-être jamais les pieds, qui voit le bois de chez lui vendu en Europe, comment expliquer qu'il soit sans eau, sans électricité, sans route, sans hôpitaux, sans école? Comment est-ce que l'État parvient à faire justement cette application de la croissance, docteur Pierre Balogun-Côte? Comment est-ce qu'on peut exploiter des régions et malheureusement les maintenir dans une pauvreté aussi extrême? Bon, Stéphane, je te remercie d'abord de m'avoir invité ici. Je suis très à l'aise sur ce plateau avec les jeunes compatriotes parce que à l'entame, je les ai vus, ils sont très éveillés, connaissent beaucoup de choses et vraiment ça me fait plaisir. On sait que la nouvelle génération du Cameroun sera une bonne génération. Quand tu te retrouves dans un plateau avec les gars, des jeunes éveillés qui sont mes fils d'ailleurs. Oui. Même les fils politiques, puisqu'il y a la nouvelle garde politique aussi. Donc, vraiment, ils sont, pour la première fois que je suis avec eux, ils sont respectables. Maintenant, vous me posez la question par rapport... Moi, je voudrais d'abord dire une chose. C'est que dans ce pays, je crois que ce ministère s'appelle le ministère des Mines et de l'Industrie. Oui. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on a mis les deux ensemble. En mettant les deux ensemble, ça veut dire qu'on voulait une industrialisation, pas la quantité d'or, mais l'industrialisation, c'est méthodique. Mais on ne peut pas être dans une exploitation qui est artisanale et semi-mécanisée. On commence à dire qu'on est en train de faire de l'industrialisation. Si on a dit que c'est le ministère des Mines et Industrie, ça veut dire qu'il y avait une idée dans la tête qu'on doit organiser ce secteur de manière à l'exploiter de manière industrielle. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, docteur, à ce niveau, la première interrogation pourrait être stratégique. Pourquoi est-ce que l'État qui commence, parce qu'elle est toute récente, l'exploitation, commence à exploiter l'or du Cameroun de façon industrielle ou artisanale, ça dépend, mais pourquoi tout de suite
ouvrir ce marché à des étrangers. Est-ce que l'État camerounais en lui-même n'a pas l'expertise pour pouvoir être justement du côté de l'Est, du côté de la Damawa, pour exploiter l'or lui-même, peut-être le transformer encore sur place, parce que ce qui est vendu à Dubaï et autres entités, c'est de l'or brut qui ne profite pas à l'État du Cameroun en termes d'impôts et en termes de création de richesses. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pour cela que j'ai ramené le problème de l'industrie. Parce que notre pays, on importe tout. Et on exporte des matières premières. Comment voulez-vous vous développer? Et vous dites entre-temps que vous voulez vous développer, vous faire l'industrialisation. Vous dites ministère des Mines et Industrialisation. Donc, regardez dans quelles conditions les gens la travaillent. En 2026. Bien, parce que tel que vous me posez la question, vous me dites qu'il y a 2 ans, on parlait des affaires de pétrole. Oui. Maintenant, on est dans l'or. Prochainement, peut-être que... On évoquera le bois. C'est le bois. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe même? Vous dites que des gens sont en train de mourir de pauvreté et ils sont nés dans l'or. Comment quelqu'un est né dans l'or et meurt de pauvreté? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? La question que vous posez, c'est des questions que tous les Camerounais connaissent. Parce que ici, là, vous venez de nous faire, nous sommes là. On est en train de discuter, voilà les jeunes voyants qui disent des choses. Oui. Mais après, ceux qui dirigent le pays, ils s'en fichent, ils ne regardent pas. C'est-à-dire, vous voulez qu'on dise quoi? Combien de fois vous nous avez appelés ici? On dit que non, notre pays, c'est pas comme ça qu'on doit marcher. On parle des années, des semaines, des années, des mois. Ils ne veulent rien écouter. Et moi, je suis un ancien d'église. La Bible dit que ceux qui n'écoutent pas les conseils, ils auront la misère et la honte. Voilà, docteur. Quand vous n'écoutez pas les conseils, un régime qui n'écoute pas les conseils, c'est pour cela qu'ils tirent sur l'opposition, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise que non, ce n'est pas comme ça. On croit aussi que marcher par ici, ils vont gâter les partis d'opposition parce qu'ils ne veulent même pas écouter les conseils. Mais je vous dis qu'un régime qui n'écoute pas les conseils aura la honte et la misère. Merci, docteur Pierre Balogun-Côte. Les Camerounais, très certainement, vous écoutent, nous écoutent en ces lieux et réagissent par millions à ce qui est dit. On va relayer une ou deux contributions avant qu'on poursuive avec les échanges. Bonsoir le plateau. Lorsqu'on parle du problème de l'exploitation minière au Cameroun, j'ai mal. Savez-vous qu'un certain nombre de jeunes Camerounais ont eu une bourse de formation de 2014 à 2016, ayant pour but de transformer la production artisanale en industrielle. Et jusqu'à aujourd'hui, sur 16 formés, aucun d'eux n'a été recruté quelque part. Moi-même qui vous parle, je suis allé jusqu'au Mans avec la société Good Luck Mining. Car ceux-ci nous proposaient 200 000 francs CFA pour que nos rapports soient biaisés. Vraiment, lorsque la tsunami a été créée, il nous a été demandé de déposer les dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, rien. C'est M. Zieng Assoa, justement, qui a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Autre réaction. Bonsoir, M. Mbaga. Rien ne devrait étonner. Nous avons comme dirigeants, ils savent dépenser et ne savent pas comment produire. Merci à vous pour la contribution. On les veut un peu plus structurés. Bonsoir, M. Mbaga, et à votre panel. Relativement à la thématique autour de l'exploitation illicite de l'or, je voudrais dire qu'effectivement, le ministre peut être surpris du nombre d'exploitants clandestins sur les sites. Dois-je vous rappeler que le ministre des Travaux publics s'était étonné de la présence d'une entreprise chinoise sur les travaux de la pénétrante Est dans la ville de Douala? Le véritable problème est systémique. Ce n'est pas le ministre qui monte le dossier. Dans chaque ministère, il y a des techniciens dans les directions spécifiques. Il y a le secrétaire général qui est le technicien du ministère. Mais que font-ils? Ils induisent le ministre en erreur. Mais sur ce sujet, il faut avoir une lecture panoramique et c'est celle de la corruption sur le terrain. Ce pays est l'un des plus renseignés au monde. Ce sont les autorités qui couvrent ces entreprises en contrepartie. Sinon, ça ne s'explique pas. Comment l'on a fait pour sortir du pays sans contrôle en de telles quantités? Vraiment, le pays devient de plus en plus difficile à expliquer. Merci pour la contribution. Bonsoir à tout le panel. Les Camerounais sont déjà habitués aux grands chiffres et aux grandes annonces. Je vois dans mon écran écrit exploitation illicite de l'or. 216 entreprises épinglées. À la fin de tout,
investigations et de multiples débats, rien ne sera fait, comme par exemple Covid Gate, Stade Olympique Gate, Can Gate, ligne 94, ligne 65, affaire Martinez, Zogo et autres. Les coupables sont là et personne n'est inquiété. Où allons-nous à la fin? C'est une interrogation. Merci pour la contribution. Très rapidement, une dernière avant qu'on ne revienne avec vous, Maître Zogo. Bonsoir à tout le panel. Nous remarquons tous que c'est sous le règne de Madame le ministre actuel des enseignements secondaires qui... Bon, nous on est dans l'or. Restons dans l'or. Comment est-ce que ces entreprises se sont installées? N'y a-t-il pas de force de sécurité dans cette zone? Rappelons, nous, quand sous-préfet et un commandant de brigade ont été pris à partir dans la zone. Question posée. Pourquoi étaient-ils des chefs d'entreprise? Le laisser-aller est institutionnel et l'impunité fait de chacun un petit roi dans son secteur. Le lion a vraiment perdu ses griffes. C'est Franck de Bokito qui le dit. Bonsoir, c'est Patrick Doza. Dites à M. Fodje que c'est son Cameroun à lui qui va bien. Nous, on colmate les brèches pour survivre. Bonsoir le panel. Cette sortie du ministre est un aveu d'incompétence. Cela signifie qu'il ne fait pas son job. Lorsque le sapeur-pompier pyromane se plaint d'incendie, on sait comment cela va finir. Si l'administration est donc verticale, cela signifie que même au sommet, on n'est pas compétent. Il n'y a plus de mots pour dénoncer les mots du pays. M-A-U-X, mot M-A-U-X. Même Jésus a du mal à comprendre notre gouvernance. Merci. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Guy Zogo. Ceux qui nous regardent de l'étranger, de l'extérieur du Cameroun, pourraient trouver nos sourires ambigus. Comment est-ce qu'on peut avoir le sourire que vous avez, Maître Zogo, lorsque la situation paraît aussi grave, avec des milliards qui s'évaporent, avec une administration qui parfois se retrouve impliquée justement dans cet environnement qui met en avant des sorties illicites, des exploitations illégales de l'or camerounais qui pourtant devraient booster la croissance et certainement l'émergence du pays? Je vous rassure tout de suite, notre sourire n'est ni complice, ni complaisant. Il est simplement l'expression de ce que malgré tout l'espoir n'est pas mort. Le renouveau arrive au pouvoir le 6 novembre 1982. Nous sommes déjà rendus après le 6 novembre 2025. Ça fait quoi? 43 ans. Il y a une expression tout à l'heure que M. Feudia a utilisée qui est, je pourrais dire, la pierre angulaire de l'escroquerie politique de ce régime. Progressivement. Ils sont allés jusqu'à inscrire ça, à consacrer ça dans la Constitution. Progressivement. Et je vous prends 3 exemples. La décentralisation. 30 ans de progressivement. 0 sur 20. L'éducation nationale. 30 ans de promotion collective. Aujourd'hui, vous allez en terminale A4 espagnol, vous faites une dictée du cours moyen 2, comme je faisais à l'époque, c'est la catastrophe. Le système de santé. Aujourd'hui, on séquestre les femmes dans les maternités parce qu'elles n'ont pas payé les frais de sortie. Aujourd'hui, la césarienne, le fait d'ouvrir le ventre des femmes, est devenu un business. Stéphane Baga. Est-ce que les gens ont même une idée de ce qu'ils sont en train de faire de ce pays? On ouvre le ventre des femmes camerounaises comme on ouvrait les ventres je sais pas moi, des cochons. Vous allez dans un hôpital, vous ne vous y attendez pas, on vous dit césarienne. C'est-à-dire que la césarienne est devenue la meilleure façon de donner la vie, alors que nos mamans ont fait 11 grossesses et ont donné la vie par voie basse. Vous ne vous posez pas la question de savoir ce qu'en 45 ans, ils ont fait du Cameroun. L'or n'est qu'un marqueur, un indicateur, n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Le problème, il est simple. Nous sommes englués dans le néocolonialisme. Je vous ai dit tout à l'heure le proverbe de la conversation des 2 petits, le mille-pattes et le serpent. Le RDPC s'en est orgueilli de ce qu'il y a des choses qu'il va faire progressivement. Oui. 45 ans plus tard, il cherche les pattes. Alors, mais là on est dans progressivement, mais l'or du Cameroun est en train de partir. Sauf que justement, lorsque le monsieur Feuge dit que il y a eu les lois le code minier qui a été révisé 2016, 2021, 2023. Mais en fait, c'est comme si on sortait d'une léthargie, d'un coma législatif. J'ai dit gouverner. C'est vrai que ces gens ne nous gouvernent pas, ils dirigent. C'est des administrateurs de colonies. Ils sont simplement en train de maintenir le Cameroun dans l'état de néocolonialisme. Parce que quand on gouverne, M. Fedje, on anticipe sur la gestion des ressources par rapport à la progression démographique.
en tenant compte d'un projet de société, un modèle de société qu'on a décidé de mettre en place. Sincèrement, quand vous regardez la société camerounaise aujourd'hui, quel est le modèle de société que le renouveau a construit? Un modèle dans lequel, quel que soit le domaine que vous prenez, de la famille aux institutions, vous voyez simplement la déliquescence morale. Oui. Alors que c'était sur rigueur et moralisation qu'on a été, je ne dirais pas élu, mais on a accédé à la magistrature supérieure. C'est assez gênant parce que aujourd'hui, vous parlez des deux... Mais Zogo, lorsque vous vous exprimez ainsi, on pourrait aussi vous soupçonner de tout dépeindre en noir. Comme si le Cameroun était devenu un no man's land où rien ne fonctionne. Mais si, rien ne vous avez pointé du doigt des manquements, mais est-ce qu'on peut dire que tout va mal, aussi mal que vous le dites? Je voudrais vous rassurer tout de suite de ce que, même dans la nuit la plus obscure, des étoiles brillent. Nous sommes ces étoiles-là. Nous sommes la preuve que malgré la nuit dans laquelle, l'ornière, l'obscurité dans laquelle le RDPC nous a plongé, il y a des étoiles qui brillent. Nous sommes ces étoiles-là. Et nous sommes justement les indicateurs de ce que l'aube nouveau arrive. Nous allons bientôt voir un nouveau jour au Cameroun. La question de l'or fait mal, parce que c'est une question d'actualité. Oui. Mais, Stéphane Baga, nous on vous parle de détournement de fonds publics massifs qui se font dans ce pays depuis des décennies. Je vous prends 3 exemples. L'enrichissement illicite. Pourquoi ils n'ont jamais voulu inscrire l'enrichissement illicite comme une infraction pénale prévue et réprimée par le Code pénal? Très bien. L'article 66 de la Constitution qui dispose que les responsables publics, ceux qui sont en charge de la fortune publique, doivent déclarer leurs biens. On va en mettre en œuvre progressivement en un siècle. Texte d'application. C'est simple, hein? C'est pas compliqué. 3e chose, si vous prenez la capacité, parce qu'en l'état actuel du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut s'auto-saisir. Oui. Vous en voyez combien? Mais ils sont clairs, les auto-saisissent. Lesquels même s'auto-saisissent. Si vous avez un conseil supérieur de la magistrature qui fait 6 ans sans se tenir, on sait personnellement qu'on a cadenassé la magistrature. On empêche la magistrature de s'exprimer. Parce que ceux qui empêchent la magistrature d'exprimer sont les premiers clients des magistrats. C'est clair. C'est aussi simple que ça. C'est de l'escroquerie politique. Je suis désolé. Ça montre à quel point le Cameroun n'est pas gouverné. L'Arabie, c'est les Émirats. Les Émirats vous disent, j'ai acheté 44 d'or. Eux, ils ont un système bien transparent. Au Cameroun. Le Cameroun, à qui? Il faut bien donner l'identificatif. Tout à l'heure, lorsque nous avons voulu établir la responsabilité, vous avez paniqué. Non, moi je panique pas. Moi, je peux sommes sur un plateau sérieux. Comment vous Faut pas avez avancer les choses. Moi je panique pas. Monsieur Feuzeux. C'est ça le problème. Monsieur Feuzeux. Personne sur ce plateau n'a vendu l'eau à la Arabie Saoudite. 44 tonnes d'or sont venus du Cameroun. Attendez. Du Cameroun. Non, Et on chers a camarades, dit 216. Oui. soyons succincts. Sur ce plateau, nous sommes d'accord que personne n'a vendu l'or du Cameroun en tonnes. C'est clair. N'est-ce pas? Bon, il y a quand même quelqu'un qui a vendu, non? Qu'est-ce que vous voulez? L'État a commencé à épingler ceux qui ont vendu en les mettant hors jeu. Stéphane Baga, l'État a-t-il fini d'identifier ceux qui ont vidé les caisses de l'État dans le cadre du Covid-Gate? Kainam Gate, Stade Olembe Gate, Glencore, ligne 74, je ne sais pas moi, chapitre 60 combien. C'est ça le problème. Arrêtez aujourd'hui, les gens sont dans une situation où il y a une sorte d'attentisme parce qu'il y a un gouvernement qui va intervenir dans les prochains jours. C'est vrai que ça fait 6 mois maintenant, mais c'est dans les prochains jours. Et forcément, ça a créé une sorte d'attentisme. Et chacun ne voudrait pas qu'on finisse par dire que non, c'est lui le problème. Résultat, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle la gouvernance, ce que j'ai appelé la gouvernance des apparences, des apparitions. Oui. Dès que les réseaux sociaux mettent la main sur un événement, des enfants qui disparaissent, sont violés dans les écoles, les gens mettent leurs plus beaux costumes, prennent les grosses voitures achetées avec l'argent de l'État, font une apparition, puis font une conférence de presse, retournent dans leur ministère et la vie continue. Isidore Thomas Sankara avait dit ceci. Nous devons choisir entre de l'eau potable pour la majorité ou du champagne pour quelques-uns. Il faut comprendre une chose, parce que vous avez sous les yeux, c'est que le renouveau a choisi de distribuer le champagne à quelques-uns
et de laisser l'ensemble de la population dans la soif. Merci, Maître Jean Gizogo. Bonsoir. J'ai vécu à Betare Oya. Il y a au moins 500 entreprises d'exploitation d'or. Les 216 épinglés n'ont peut-être pas bien négocié. Merci à vous, Monsieur Samnik, et en vous rend responsable de vos propos. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Ce problème d'exploitation illicite de l'or ressemble totalement à celui du réseau de fabrication des fausses pièces, car nous nous demandons comment les pièces utilisées pour fabriquer les fausses ont pu traverser le port avec le scanner qui s'y trouve. Voilà. Si un agrément a un temps de validité, ça veut dire que le service de contrôle et de régularisation des agréments est complice. Vraiment, que ceux qui nous dirigent jettent les armes et reconnaissent leur échec. Gaston Anthony, depuis Onkolbison, a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir, le président nous a promis la rigueur et la moralisation. Aujourd'hui, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Le Cameroun est le pays. Oh, vous n'allez pas dire cela, ce n'est pas le pays le plus mal géré au monde. Même la jungle a des règles et des codes de vie. On viole les bébés, on les assassine. Notre président ne réagit pas, au contraire. Il n'est pas au Cameroun. Bref. Monsieur Siga, je me tourne vers vous. La situation, lorsqu'on la juxtapose à d'autres événements, pourrait donner l'impression, je ne vais pas employer cette expression parce que je ne la valide pas, le Cameroun est toujours géré, mais on a comme l'impression qu'il y a du laxisme qu'il faudrait tout de suite réprimer si les objectifs affichés pour 2035 devraient être atteints. Vous savez, Stéphane, il y a un phénomène depuis un certain temps, lorsqu'il y a un événement où les réseaux sociaux ont eu à braquer les projectiles sur les projecteurs sur cet événement, ça fait un événement de feu de paille. Et après une semaine maximum, on oublie tout. Donc la question de l'or peut être oubliée dans une semaine encore. Bientôt. C'est vous-même qui relayez ça pour que nous en parlions aujourd'hui. C'est votre devoir aussi. Tout à fait, je vous en félicite d'ailleurs. En réalité, est-ce que, Monsieur le ministre, peut nous dire le nombre d'entreprises entrées au Cameroun et qui exploitent de l'or à l'Est Cameroun? De manière légale. Est-ce que vous On demande d'être légal. C'est-à-dire que vous l'avez commencé par sanctionner ceux qui ne payent pas. À C216, combien d'entreprises de façon générale exploitent de l'or à l'Est Cameroun et dans la Damawa? Combien d'entreprises? Voilà les questions qu'il faut d'abord se poser. Il doit avoir un fichier. Il faut, et bien évidemment, un fichier. C'est le ministre quand même. Un fichier connu de tous. Connu des Camerounais. Ce n'est pas un secret. Lorsqu'on nous sort donc 216 entreprises aujourd'hui, il faudrait dire une chose. L'exploitation du sol et du sous-sol camerounais, depuis un certain temps, pas que depuis un certain temps, depuis la nuit des temps, a toujours été une exploitation réservée à une certaine classe. Oui. Tout le monde ne peut pas faire dans l'or ni le pétrole. Nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, M. Fedier le disait ici, posons-nous des questions. Est-ce que l'or a apparu au Cameroun seulement en 2001 avec les textes qu'il citait? Bien avant ça, est-ce qu'on n'exploitait pas l'or au Cameroun? Voilà. L'argent là allait où? Lorsque vous regardez la loi des finances, les différentes lois de finances que l'Assemblée nationale vote chaque année. Il y a déjà eu une rubrique où on parle des ressources en provenance du sol et du sous-sol là-dedans. De façon claire. De façon claire. Et chiffrée. Ça veut dire que le manque à gagner est abyssal. Bien sûr. Lorsqu'on parle de 2000 milliards envolés. Vous vous rendez compte que lorsque monsieur le ministre des Finances veut arrondir les angles, il se roue aux pauvres fonctionnaires, aux pauvres citoyens, pour essayer d'augmenter soit les taxes, soit de ceci dans quel pays où les taxes ont constitué un levier économique d'un pays. Les impôts. Alors, nous nous retrouvons face à cette situation lorsque vous comprenez très bien que l'exploitation du sol et du sous-sol, parce qu'aujourd'hui on parle de l'or. Un jour arrivera, nous allons ouvrir la page des autres ressources. La bauxite, le fer, et ainsi de suite. Qui à l'heure actuelle sont en train d'être exploités sans être inquiétés.
les mêmes entreprises vont migrer. Puisque vous avez braqué le projecteur sur l'or aujourd'hui, les mêmes entreprises vont migrer vers la bauxite et piller davantage. Non, à un moment donné, il faudrait que si on estime qu'à plus de 40 ans, on n'en est plus quand même, on n'est plus à même de pouvoir contrôler un certain nombre de choses, que cela nous échappe aujourd'hui, il est de bonne loi qu'on s'arrête un temps soit peu et qu'on dise j'ai fait ce que j'ai pu. Ça va dépasser. Passe la main. Passe la main. Ou bien ça va dépasser. Ou bien ça va dépasser. Il faut qu'on nous passe la main. Oui. Ou bien ça va dépasser. On ne peut pas manquer de contrôler ce qui entre et ce qui sort dans notre pays. Vous vous souvenez, le téléspectateur parlait du scanner de l'autre côté. Vous vous souvenez de ce qui... Le random qui s'est passé pendant des mois de ce côté, rien que... on parle de quoi? De la sécurité d'un pays. C'est aller à gauche, c'est aller à droite. Et du temps qu'on a gagné. On en parle plus. Et ça me félicite. Et on n'en parle plus. Stéphane, il y a un réel problème dans ce pays. Il y a un réel problème dans ce pays. Si tu n'appartiens pas à une classe pour pouvoir exploiter de l'or ou pouvoir faire venir ceux qui viennent exploiter, alors les caisses de l'État du Cameroun vont toujours subir. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on peut même tirer à boulet rouge sur le ministre aujourd'hui. Ce qui ne devrait pas être le cas. Oh, nous tous, nous le savons. Aucun ministre au Cameroun n'est souverain dans son département ministériel. Il est pris en otage. C'est vous qui le dites, monsieur Assigna. Il est question de constater. Lorsque vous regardez, non, soyons sérieux. Quelles sont les initiatives prises par les ministres dans leur département ministériel, les initiatives souveraines visant ainsi à révolutionner son département, si ces initiatives-là ne viennent pas de très très hautes instructions? Vous en connaissez un seul qui a pris une initiative visant à révolutionner son département ministériel? Moi, je n'en connais pas. Je vous parlais tout à l'heure des enseignements secondaires. Personne n'a le courage de pointer du doigt, de mettre du doigt dans la plaie sur le problème des examens au Cameroun. Ils attendent tous que les très hautes instructions viennent de l'autre côté pour qu'on en parle. Parce qu'on peut tirer sur Madame le ministre, elle n'est pas le problème. On peut tirer sur le docteur Mikou Etienne qui est à l'OBC. Il n'est même pas responsable du fait qu'il ne paye pas ses propres enseignants. Alors, cela pourrait être très grave, au cas où c'est avéré qu'il y ait des responsables qui ne maîtrisent rien. C'est ce dont à quoi le système gouvernant d'aujourd'hui est arrivé. Mais ça, ça peut être caricatural aussi, quand même. Que le ministre soit complètement dissocié. Je vous ai demandé... Avez-vous souvenance d'un seul ministre ayant pris une initiative de souveraineté et ça a marché? Jamais. Voilà là où tout bloque. Ils en ont, ils ont même des idées, ils ont même des propositions. Mais comme ils ne sont pas, c'est-à-dire les départements ministériels ne sont pas indépendants, ne peuvent pas se mouvoir librement, nous nous retrouvons à ce qui est en train de se passer. Tout ce que le MID peut faire là maintenant, c'est de dénoncer comme il a dénoncé, faire le bruit qu'il va faire sur le terrain, et après rien. Parce que les décisions en ce qui concerne l'exploitation du sol et du sous-sol ne relèvent pas de sa compétence. Cela est un domaine réservé de la présidence de la République. Donc du coup, ne nous attendons pas à ce que le ministre, qui est même d'ailleurs par intérim, et s'il s'entête à dénoncer, s'il s'entête dans les prochains jours, dans les 216 entreprises là, au moins s'il y a 6 là qui lui diront, si vous continuez, dans les jours qui suivent, nous verrons si vous serez encore là. Voilà.
Merci, merci M. Asiga. Bonsoir. Les 216 entreprises épinglées ne sont que des sous-couverts. Alors, ils s'alignent au système de corruption mis en vigueur. Merci pour la contribution. Moi, je ne vais pas relayer un type de message qui met le Cameroun... non. Vraiment. Soyons sérieux lorsque l'on intervient sur des plateformes aussi sérieuses. Nous parlons du Cameroun qu'on connaît, pas du Cameroun que vous fantasmez, vraiment. On va prendre... envoyer même un petit morceau dans les écoles pour que nos enfants sachent même ce qu'on appelle or, diamant. Ils entendent, mais n'ont jamais vu. Ils ne verront même pas ça un jour. Pardon, c'est une proposition. C'est vrai que ça pourrait nous faire rire, monsieur Molu, mais... Les enfants, les Bétaroya, eux n'ont jamais vu l'or. On leur apprend tout simplement que votre or est vendu à Dubaï tous les jours, sans qu'ils ne sachent de quoi il est question. Est-ce que l'heure de la redistribution de la richesse du Cameroun n'a pas sonné? Est-ce qu'il n'est pas temps que lorsque l'on est Camerounais, qu'on sente quand même que le Cameroun est un pays où il y a du pétrole? On envie la Guinée équatoriale, on parle de boom pétrolier là-bas, mais il y a un boom pétrolier aussi au Cameroun qui est permanent. Personne n'en parle. Il y a de l'or. Il y a du bois. Est-ce que la richesse du Cameroun est redistribuée entre ses enfants ou alors elle prend des couloirs ou des castes, comme M. Asiga disait? Très bonne question, M. Mbaga. Rendez-vous compte que le ministre des Finances récemment a pris une décision en disant qu'il retire la collecte des impôts et taxes locales au CTD. Donc une recentralisation. Alors que nous sommes engagés dans la décentralisation, lui recentralise tout. Donc ça veut dire que zéro redistribution. Tout rentrera au niveau du trésor public. Et vous savez au Cameroun, on pratique ce qu'on appelle l'unicité des comptes. Et dans l'unicité des comptes, le même ministre des Finances nous a dit, un jour lors d'une conférence de presse, que l'État dépense en fonction des priorités. Voilà. C'est arrivé à ce que M. Asiga disait tout à l'heure, parce que le pauvre directeur de l'office du bac, par exemple, lorsque nous payons tous en ligne, ça atterrit dans un compte. Maintenant, lui, il a besoin d'argent. Le ministre des Finances lui dit, c'est en fonction des priorités que l'État dépense. Et comme l'éducation n'est pas une priorité... Et comme l'éducation n'est pas une priorité, 3 ans, 4 ans, des gars n'ont pas leur argent. Oui. Où est la redistribution? Voilà. Nous avons le secteur du bois. On a ce qu'on appelle la redevance forestière, recentralisée. Pour qu'une commune qui doit en bénéficier, il faudrait que, d'abord, auprès des communes, d'abord, ils ont nommé ce qu'on appelle le receveur municipal. Et si le receveur municipal n'est pas en bon terme avec le maire, c'est la cacophonie dans cette commune. Oui. La cacophonie. Et la décision qu'il a prise dernièrement, vous allez voir des communes qui ne vont plus payer le courant, l'électricité, qui ne vont plus pouvoir payer le personnel. Oui. Parce que recentraliser tout sur Yaoundé pose un énorme problème. On a cru, comme le président l'a dit, qu'on aurait fait une avancée. 30 ans, même dans progressivement quand même, on avait l'impôt local et la taxe locale que les maires... C'est ça qui essayait de les faire. Parce que normalement, dans un contexte de décentralisation, le FECOM doit ne plus exister. Normalement. Oui. Normalement. Mais ça ne suffit pas. On retire le peu au maire. Ceci pour dire quoi, M. Mbaga? La redistribution est faite entre une certaine élite, entre ceux qui boivent du champagne. Voilà où la redistribution se fait. Car comment comprendre que dans un pays comme le nôtre, nous assistons chaque jour que Dieu a créé, c'est un scandale qui naît. Et quand vous écoutez le type de scandale, il ne s'agit pas de 1 ou 2 milliards. Il s'agit de centaines de milliards. Et parallèlement, on voit notre ministre des Finances aller auprès des institutions financières ou sur le marché financier, chercher 70 milliards, chercher parfois 120 milliards à des taux que je ne vais pas citer ici. Mais il y a un paradoxe au niveau de la gestion. On ne comprend pas. Raison pour laquelle nous constatons que l'âge biologique du président pose énormément de problèmes. Je m'explique. Attention. Je m'explique. Oui, ce n'est pas lui manquer de respect. Ce n'est pas lui manquer de respect. Je m'explique. Qu'est-ce que l'âge biologique a à voir dans le management, dans la gouvernance du pays? Je m'explique. Expliquez-vous. Je m'explique. On vous écoute attentivement. Oui, je m'explique. Son dernier conseil de ministre était en 2019 quand il a fait son gouvernement, non? Comment vous avez un gouvernement que vous n'évaluez pas? Les magistrats, nous avons 6 ans, nous avons 4 ou 3 promotions au quartier. Vous n'organisez pas un conseil supérieur à la magistrature. Ça veut dire donc que les décisions se prennent au Cameroun en fonction des désirata du président. C'est extrêmement dangereux. Il faudrait qu'on diminue ses pouvoirs.
Parce que ça crée beaucoup, ça crée beaucoup de boxeurs. Le quartier, il faut aller à l'Assemblée, M. Molu. Voilà pourquoi, on diminue le voilà pourquoi nous souhaitons, M. Zogo a dit au début de... M. Guy Zogo a dit au début de sa première prise de parole que on se prépare pour la conquête au Parlement. Oui. Voilà pourquoi nous demandons au peuple camerounais de continuer à aller s'inscrire massivement et de nous donner la majorité au Parlement. Parce que nous avons décidé de faire ce qu'on appelle la cotisation électorale. Il ne faudrait pas que le RDPC traverse la barre de 50 députés. Non, il ne faudrait plus. Ni 50 mairies. Il ne faudrait plus qu'ils atteignent cette barre. Il faudrait que M. Guy Sogo, son fief, je ne présente pas mes candidats là-bas, mon fief ne présente pas. On fait cette cotisation électorale et on saccage le RDPC. Et on arrive au Parlement avec la majorité. Merci, M. Molu. Alors, M. Fodjé. Je ne l'avais pas chuté. Mais le temps. Moi, j'ai un problème de temps aussi, M. Molu. M. Fodjé, le RDPC est pointé du doigt, la gouvernance problématique. Certains secteurs sont estampillés comme essentiellement corruptivores, ou alors plein de corruption, à n'en plus finir. Je ne vais pas revenir sur les questions liées à l'âge, qui pour moi semblent périphériques, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas question aussi, un temps soit peu, lorsqu'on est dirigeant, de s'arrêter sur l'orientation stratégique apportée au Cameroun? Où est-ce que va le Cameroun? Puisque, à écouter, bon, on va dire l'opposition sur le plateau, le Cameroun semble tout droit, tout doucement, se diriger vers le mur. Est-ce que c'est votre avis, M. Fodjé? Non, l'opposition fait ce qu'elle sait bien faire. Vous savez, je ris parce qu'il y a juste quelques jours que j'ai commis une tribune. Oui. Et quand moi j'ai vu mes co-discutants, ça dit que j'ai compris, c'est eux qui ont écrit cette tribune. Si vous voulez, vous pouvez aller lire. J'ai dit bâtir le Cameroun. En Cameroun Tribune. J'ai dit bâtir le Cameroun. Il y a ceux qui baptisent le Cameroun et ceux qui commentent ses difficultés. Et immédiatement, les commentateurs des difficultés de ce Cameroun sont sur cette table. C'est-à-dire, ils s'arrangent à les difficultés du Cameroun. Ils ne participent pas à bâtir le Cameroun, mais eux, ils contribuent dans les commentaires. Ils ne sont pas en situation de responsabilité, M. Fodjé. Confiez-nous les responsabilités. À une question posée, nous sommes dans l'or. On atterrit sur les mêmes choses. Nous sommes là dans les difficultés qu'on a rencontrées dans la gestion de l'or. Moi, lorsque M. Guy Zogo a commencé ici à parler du néocolonialisme, j'ai pensé qu'il était, et j'étais même fier, je croyais qu'il était bien outillé dans la démarche de traitement du sous-sol, là où on est passé pour arriver. Parce que c'est quand j'ai parlé de la progressivité, c'est effectivement en 2005 que le Cameroun adhère à l'initiative pour la transparence de l'industrie. Processus de Kimberley. Et on vous a exclu. On vous a exclu, monsieur. S'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas transparent. Parce que vous n'êtes pas transparent. Permettez à monsieur. Parce que vous n'êtes pas transparent. S'il vous plaît. Le Cameroun est tellement. S'il vous plaît, monsieur. Les téléspectateurs vous connaissent déjà. Allez-y. C'est la même maladie qui revient. D'accord. Je vous ai laissé près de 30 minutes sans problème. Excusez-moi. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes en train de questionner sur le problème de l'or. On va toucher la fiscalité locale. Tout est mauvais. Est-ce que vous savez même que ce sont les élus locaux qui ont travaillé pour qu'on ait cette fiscalité locale, pour qu'on ait cette loi sur la fiscalité locale en 2024? Il paraît que vous n'en savez rien. Vous restez seulement en périphérie, vous dites qu'on a centralisé. Qui vous a dit qu'on a centralisé? Et de quelle manière? Sachez que la fiscalité locale que vous faites allusion répond à ce que les élus locaux ont travaillé pendant les années pour soumettre à l'État du Cameroun pour que cela soit pris en compte en 2024. Bon, nous ne sommes pas sur ce sujet. Je vais juste prendre l'exemple pour dire non. Quand on est dans un secteur, restez là. Et si vous voulez... Alors l'essentiel, pour M. Fodjé. Non, je réponds à la question. Vous donnez ces avantages de la fiscalité locale. Ce n'est pas ça. Alors, donc maintenant, nous revenons sous l'or. Moi, je dis, les gens sont en train de faire sur cette table comme si c'est eux qui sont allés découvrir qu'il y avait l'exploitation illicite et ils ont réussi à traquer 216. On le sait depuis. 216. S'il vous plaît. Monsieur Zogo, les ONG le disent depuis. On ne va pas y arriver. Les populations. S'il vous plaît. Permettez à monsieur Fodjé d'aller au bout. Je continue en disant que ça fait plus de 2 ans
que l'État a commencé un combat très fort pour assainir ce secteur-là. 2 ans dans 44 ans. Et vous savez, quand nous venons sur le plateau, on ne vient pas s'amuser, monsieur. Je vous ai dit, je ne voudrais pas compliquer l'émission en rentrant donner la démarche pour arriver à l'exploitation du sous-sol. Depuis 44 ans, on n'exploitait pas directement. C'est du néocolonialisme. Si vous ne connaissez pas, on exploite. Merci. Alors, on dit non, dans les... Non, s'il vous plaît. Maître, vraiment, je regrette que lorsqu'on évoque une situation aussi délicate. Et les cas, on blague, on est en train de... Vous soyez de vous amuser. Moi, ça me peine et ça peine encore plus. S'il vous plaît. Il ne faut pas. S'il vous plaît, maître. Maître Jean Bizoro, vraiment, soyons sérieux. Nous sommes sur un plateau extrêmement sérieux et vous avez vu ce que les Camerounais écrivent lorsqu'on évoque la situation de l'or. Elle ne leur fait pas rire. Il dit que nous sommes des amuseurs publics. Je le permets ça. Nous sommes des amuseurs publics. S'il vous plaît. Dans sa chronique, on n'a pas dit un amuseur. Non, on n'a pas dit. On ne lui permet pas de nous traiter d'amuseurs. Merci. On veut l'empêcher de parler. Merci. Il ne doit pas nous traiter d'amuseurs. Voilà, respectez. Merci, Maître Zogo. Merci. Je voudrais déjà dire aux copanélistes que lorsque je leur suis parler, je leur écoute religieusement parce que je sais que dans un débat, chacun donne son point de vue. De façon respectueuse. Ne dites pas que vous allez me trouver. De façon respectueuse. Bon, maintenant, nous parlons de vous de façon respectueuse. Vous nous respectez pas, on va vous couper la parole. Je ne sais pas en quoi je ne vous ai pas respecté. Vous avez dit que nous sommes des amuseurs. Je vous dis... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un comme moi que je suis un amuseur. C'est pas vrai, je ne peux pas l'accepter. C'est pas courtois. Merci. On vous a compris. Ce n'est pas courtois. Maître Go et M. Molu, on l'a compris. Benoît Feu-Dieu, allez au bout de votre propos. Alors, moi, je vous dis donc que c'est l'État du Cameroun qui a mis en place une démarche pour assainir le secteur. Ce n'est pas ceux qui sont ici autour de la table, ni que ce soit. C'est l'État du Cameroun qui a fait des investissements et qui a présenté pour l'instant 216 sociétés. C'est l'État du Cameroun qui est en train de travailler pour voir quelles sont les sanctions applicables. Et j'ai dit, et tout ce qu'on travaille, on travaille à répondre aussi à certaines normes internationales. On ne paye rien. On ne crée rien. Ne faisons pas comme si tout commence au Cameroun. Même dans ces exploitations illicites, le Cameroun n'est pas, n'est-ce pas, le créateur des exploitations illicites. Nous avons dit ici que ceux qui se retrouvent dans ce cas-là ne sont pas des sociétés qui sont nées qui ont été créées au hasard. C'est d'une manière ou d'une autre que ces sociétés sont arrivées. Ce que nous pouvons déplorer peut-être aujourd'hui, et nous le déplorons, parce que même l'État ne peut pas reconnaître, n'est-ce pas, quelques failles qu'il y a eu dans la démarche. Parce que quand il y a une exploitation illicite, il y a beaucoup de complicité. Il y a d'abord un peu les déficits administratifs, parce que c'est l'État qui délivre de quoi le faire. C'est l'État qui doit contrôler. Or, lorsqu'on se trouve aujourd'hui avec une brigade de contrôle où un seul contrôleur a au moins 10 000 km² à contrôler, c'est insuffisant. On sait qu'il y a des complicités locales que nous avons parlé ici, avec les chefs de village, avec les citoyens. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de chercher à mettre de l'ordre et non à venir commenter tous les échecs c'est comme si c'était une invention de l'État camerounais et les gens refusent. On a compris. Permettez au secrétaire général de l'UPC de dire le mot de la fin sur cette problématique inhérente à l'exploitation illicite de l'or. Alors, Dr Pierre Balaguel, vous en situation de responsabilité, quelles mesures prendrez-vous au-delà justement de celle qui est mise en avant aujourd'hui avec justement ces 216 entreprises épinglées et amenées à se conformer au secteur? Quand vous n'organisez pas les secteurs, vous butez à des choses comme ça. Là. Ça veut dire que la réponse est que le secteur minier n'est pas organisé. C'est simple. Quand vous avez dans l'agriculture, on organise l'agriculture. Est-ce qu'on va acheter les engrais pour donner aux gens ou bien on laisse les gens acheter les engrais eux-mêmes? Il y a une organisation qu'on fait. Mais quand on dit aux gens que non, les choses ne sont pas organisées, c'est pour cela que l'argent leur fuit, et puis il y a 95% d'étrangers qui font ça, c'est pas industrialisé, les gens travaillent dans les mauvaises conditions. Quand vous niez tout ça, vous voulez que je vous dise quoi? Il faut organiser le secteur. Et c'est ça qu'on demande à nos dirigeants. Diriger un pays, c'est organiser pour que ça fonctionne très bien.
Et quand vous ne faites pas ça, vous ne pouvez rien expliquer ici dans un plateau de télévision. Vous ne pouvez rien faire, puisque de toutes les manières, les résultats sont là. Oui. Les résultats sont là. 95% des sociétés étrangères. Oui. Des milliards envolés. 2000. Le travail dans de très mauvaises conditions humiliantes pour les Camerounais. Un secteur artisanal semi-mécanisé. Et les routes qui se cassent partout. Et les gens qui sont issus de l'Est et de la Damao, qui ne profitent absolument de rien. C'est pour cela qu'ils sont obligés de faire le concours dans la décentralisation, pour dire que, au fait, si on décentralisait ça, les impôts provenant de cette exploitation, tout au moins, permettaient le développement de l'Est. C'est comme si vous allez chez les gens, vous les exploitez. C'est comme si vous exploitez l'Est, parce que l'Est c'est une région. Oui. Le Cameroun c'est un pays. Si les gens quittent de l'étranger pour venir exploiter le Cameroun et s'en aller avec les richesses, on ne sera pas content. De la même manière, vous êtes au Cameroun, vous allez à l'Est, vous exploitez les sous-sols des gens. Ils ne sont pas contents. Mais malheureusement, à un certain moment, il faut que la population puisse bouger. Oui. Vous comprenez? C'est ce que l'union de population. C'est que côté. Oui, non. Ne m'interrompez pas. Il faut que la population puisse s'exprimer. Oui. Parce que les libertés publiques permettent à la population de s'exprimer et dire que c'est ça les libertés publiques en fait. Et c'est ça qu'on veut faire écraser dans ces pays parce qu'on ne doit pas parler quand il y a un problème. Merci. Mais dites-vous bien, les heures les plus sombres précèdent l'aube. C'est Nelson Mandela le disait. Merci, docteur Pierre Balaguer-Nkot, pour votre sortie. Nous, on va prendre un break et revenir tout de suite après pour évoquer ce qu'on a appelé malédiction, la malédiction du bicéphalisme dans les formations politiques au Cameroun. On les connaît, on en parle tout de suite après le léger break. Retour sur le plateau du Grand Soir. À présent, nous sortons des questions d'or pour nous plonger dans l'arène politique avec justement ce qui pourrait apparaître comme une vérité de la palisse. De nombreuses formations politiques au Cameroun ploient sous le spectre du bicéphalisme. Elles sont nombreuses, celles-là qui s'apparentent à deux leaders. On a l'impression que ça devient une maladie incurable au Cameroun qui amène même certaines formations à justement s'émietter, s'éparpiller. Je vais commencer par vous, le moins politique sur le plateau, Monsieur Asiga. Qu'est-ce qui pourrait justifier que l'on se retrouve par exemple avec, permettez-moi l'expression, ce MRC in vitro que Willy Mengue, le militant, a appelé sur ce plateau avec beaucoup d'appoint et disant que le professeur Maurice Kamto n'est plus le président du MRC. Qu'est-ce qui peut arriver à ce qu'une formation politique normalement constituée s'en retrouve avec deux leaders ou alors un leader contesté que les cadres du parti ne reconnaissent plus dans la signature? La mise en place de ce parti politique dépend entièrement du MINAT. Et immédiatement, vous vous retrouvez, malgré vos multiples textes que vous pourriez bien écrire, parce qu'un parti politique est une association privée, malgré tout ce que vous pourriez écrire comme règlement intérieur, comme statut, tous ces textes ne valent absolument rien lorsque votre régulateur, qui est le MINAT, n'est pas d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs, vous allez donc vous rendre compte. Je vais citer les partis ici. Vous avez souvenir de ce qui s'est passé au PCRN. Oui, avec le célèbre Kona. Effectivement. C'est ce jour-là où nous apprenons effectivement que il n'y a pas de bicéphalisme à la tête du pouvoir. Et cela a été prouvé comme étant motif. Qui a créé
le bicéphalisme à la tête du PCRN? C'est le MINAT. Nous sortons de là. Vous aviez évoqué tout à l'heure le MRC. Le MRC même se retrouve à quel niveau aujourd'hui? Le MRC a été émasculé. Le MRC a été divisé et l'objectif a été atteint. Là aussi, c'est le MINAT. J'y arrive. Allez-y. J'y arrive. Lorsque le président Kamto, lors des dernières élections, ne peut pas présenter le MRC au pouvoir, est-ce que le bicéphalisme ne s'est pas retrouvé... On avait-il la possibilité? Est-ce que le On a eu le débat, mandat de la je suis en train de revenir. Il n'avait pas d'élu, il n'avait rien. J'ai dit, on avait-il la possibilité? J'ai évoqué tout simplement, ne pouvait pas présenter le Oui, on est d'accord. Il se retrouve donc au Manidem, où effectivement, qui sort le fait qu'il y a bicéphalisme à la tête du Manidem. Qui sort cette expression? Alors on se rend donc très bien compte que cette expression de bicéphalisme à la tête des partis politiques ne fait surface que, d'ailleurs c'est le MINAT qui en déclare. C'est le MINAT qui en déclare. À partir de cet instant, le jeu politique au Cameroun est à l'origine biaisé lorsqu'on a permis à une institution étatique comme le MINAT d'être le régulateur des partis politiques. Merci, M. Assia. Donnons donc la parole aux politiciens en espérant justement que le discours sera sage de ce côté. Maître Jean Guizogo, je ne vais pas rentrer dans la cuisine interne de votre formation politique, l'UPA, mais nous journalistes, été saisis par un individu se réclamant aussi leader de votre formation politique. Ça veut dire que même chez vous, à l'UPA, il y a ces querelles intestines qui font à ce que, justement, il y ait comme un leadership parallèle qui ne se fédère pas autour de votre personne. Est-ce que vous aussi, vous pensez que l'administration territoriale, le régulateur, donne libre cours, justement, à ces sons discordants pour fragiliser la formation politique qui est la vôtre? Je voudrais vous rassurer tout de suite, l'Union des populations africaines se porte bien. L'Union des populations africaines a un président général qui a succédé à son prédécesseur, qui était le fondateur du parti Hubert Kamgan. L'Union des populations africaines n'a de problème que dans l'esprit de certains. C'est tout le problème. Quand vous parlez de l'UPC, c'est malheureux de constater ça. C'est l'Union des populations du Cameroun pour faire le nationalisme. Oui. On savait qu'on sort des peuples différents. On s'est réunis dans une union et on fait le nationalisme et attaché au panafricanisme. C'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons un régime. Vous avez votre propre formation politique. Vous allez dans un congrès, on vote quelqu'un, et puis quelqu'un vous appelle, le ministre vous dit carrément que moi je suis ici pour travailler pour Paul Biya. Si vous le contestez, je ne suis pas avec vous. Vraiment, Benoît, c'est sérieux ce que je dis là, on est au plateau ensemble. Dites ça à vos gens. Et ce n'est pas sérieux. Parce qu'il vous dit ça clairement dans son bureau. Et il vous dit, allez vous entendre avec votre frère. Et quand tu lui demandes que bon, si c'est comme ça, allez aussi, dites au président de s'entendre avec Kamto. Il te dit rien. Vous ne pouvez pas. Les gens, c'est 3000 personnes. Ils votent que congressistes, voilà notre secrétaire général. Vous allez vous nommer un autre secrétaire général dans un parti politique pour être votre concurrent. Vous nommez quelqu'un pour être votre concurrent. Vous mettez un capitaine dans une équipe pour jouer contre vous. Et voilà tout le problème. Et voilà un juriste ici. Oui. Ne dites pas que c'est là. Non, ils font très mal, tout au contraire. Vous allez en justice. La justice dit que non. Vous avez violé la loi, on ne fait pas ça, vous avez créé un préjudice irréparable. Mais vous, à la présidence de la République, vous allez dans une manifestation, on vous envoie deux billets, secrétaire général, et l'autre là, on écrit un petit SG là à côté. Mais la dernière fois, vous étiez tous les deux, voilà, mais si vous n'y étiez pas. Non, mais je vous avais dit, quand ils savent, j'ai jeté le truc là-bas au boulevard du 20 mai, je suis parti. J'ai dit que plus jamais, plus jamais, à mon âge,
À mon niveau intellectuel. Mais, faut faire attention. Stéphane, j'ai fait 3 thèses de doctorat. On ne fait pas ça. Et je suis né dans les camps de concentration de l'UPC. Avec celui qui est là. On est né dans les camps de concentration. Je sais ce que c'est. Mais ils font ça parce que quand vous allez faire un meeting, j'étais à Makak chez moi. Le sous-préfet a dit, j'étais avec Akere Mouna, il dit que pourquoi on vient là-bas? Parce que c'était un anglophone. Lors de la présidentielle, il dit que arrêtez-le. Et le sous-préfet chez moi, il dit qu'on doit nous arrêter. Les forces de l'ordre lui ont dit que non. Là, jusque-là, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau. Et il y a des choses abominables. Parce qu'ils se croient que... Alors, non, laissez, je suis là. Parce qu'ils se disent qu'ils ont le pouvoir, et le pouvoir de ces régimes, ce n'est pas pour développer le pays, c'est pour se mater les gens. Ce qu'ils m'ont fait. Ils ont le pouvoir, c'est comme on parlait de l'or, ils doivent faire tout ça. Mais ce n'est pas pour venir faire ce qu'ils font aux citoyens. Parce que quand ils font ça, tu vas faire comment? On va envoyer les gendarmes, on va envoyer les policiers, on va vous empêcher de faire, après on va vous emprisonner et tout. Et ce n'est pas sérieux. Quand vous dites le bicéphalisme, quel est l'État sérieux qui ne peut pas savoir qui est le chef d'un parti politique? Quel est l'État sérieux qui invite 2 secrétaires généraux d'un seul parti dans une... Dites-moi ça, nous sommes même où? Mais c'est terrible. Mais je vous dis et je vous répète que, quel que soit ce que vous dites là, il y a une folle, et j'ai dit ça, il y a une folle, il y avait une folle à Makak chez moi, oui, qui était là, elle sarclait le marché tout le temps, elle était folle. Et il y a une autre folle qui venait des Écarts. Arrivée à Makak, le jour d'un plein marché, elle a déchiré ses robes, elle est restée nue. Et l'autre folle lui a dit que vous nous gâtez la folie. Merci. Mais, dit que vous nous gâtez. Ce qu'ils font là, ils gâtent. Bon, les Andiers, tu ont fait ça avant, mais c'était pas comme ça. C'est pas comme ça. Merci, Dr Balagan-Code. Bonsoir Stéphane et à tous vos valeureux panélistes. Double chapeau à monsieur l'analyste sociopolitique Asiga. Il fait preuve d'un pragmatisme à nul autre pareil, de par ses prises de position courageuses et clairvoyantes. Michel Gabriel Chougem, l'enseignant syndicaliste, a réagi sur ce plateau. Stéphane Barga, bonsoir. Je veux bien qu'on accuse le régime, d'autant plus qu'on n'arrive pas au sommet et aider le concurrent à pouvoir te retrouver pour te remplacer. Nos opposants n'aident pas trop leur temps. Le fait d'évoquer le régime partout, c'est naïf et c'est la preuve qu'on a les opposants de vocation. Ils aiment évoquer 44 ans du RDPC. Ils ne voient pas que c'est grave. Injure à leur endroit. Comment expliquer qu'un élève échoue à un examen 44 fois? Je précise, la contribution nous vient de Guinée équatoriale. Benoît Feudieu, vous avez 1 minute, parce qu'aujourd'hui vous pouvez avoir le bon rôle. Le président Paul Biya est intouchable dans la position qui est la sienne, mais inversons un peu. Pas forcément. Comment est-ce que vous vivriez ça? Qu'on dise qu'il y a quelqu'un d'autre qui se réclame président national du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais. Je dirais que ça, c'est un thème que même 1 minute, c'est trop pour moi. Merci. Je pense que je voudrais juste donner un peu, apprendre à mes compatriotes de Gizogo comment, lorsqu'on prend parole, on laisse parler. Oh là là. Et lorsqu'ils prennent parole, je leur laisse parler. Évitez que lorsque quelqu'un prend parole, vous interférez et vous vous plaignez qu'on vous a dit amuser. Alors on n'a pas dit. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, Benoît! Oui. Je dis bien que je laisse pas 1 minute. Oui. Alors, l'essentiel. Alors, la seule chose que je dis, c'est que si je prends une maxime en disant, quand vous n'avez pas tapé sur votre femme, le voisin ne peut pas s'inviter. Et lorsque le voisin s'invite, ne vous plaignez pas que qu'est-ce que le voisin vient faire chez moi quand il entend les pleurs. Donc, les partis politiques doivent cesser de donner toute la responsabilité aux minates. Et de surcroît, même on va même parfois citer le parti RDPC. Lorsque vous avez des problèmes chez vous et que vous ne les réglez pas,
C'est à ce moment que vous Merci. allez vous retrouver avec un arbitre qui vous aide à régler, quitte à ce que l'arbitre règle mal ou bien. Merci Benoît. Merci. Il n'y a que dans les partis d'opposition qu'il y a bicéphalisme encouragé par la tutelle. Nous le constatons sur l'UPC, le CPP, le Malidem et Tessera. Alors, Monsieur Molu, chez vous, le président Billon n'est pas encore attaqué, ou alors nous n'avons pas eu information. Comment est-ce que vous appréhendez toutes ces querelles de leadership qui meublent l'actualité, principalement dans les formations politiques d'opposition? Pour moi, il n'y a pas de malédiction du bicéphalisme parce que c'est un bicéphalisme artificiel. Voilà. Regardez à l'UPC par exemple, le secrétaire général est là, il bénéficie d'une décision de justice par la Cour suprême de notre pays. Sauf La si Cour suprême. Sauf si elle ne vaut rien à vos yeux. La Cour suprême. Respectons les institutions judiciaires. Mais le MINAT a pris fait et cause pour un autre secrétaire général qui se promène partout dans la République en installant des comités, des cellules. Je ne sais pas si c'est légal ça. Deuxièmement, nous avons suivi le même MINAT. Nous avons vu toute l'énergie qu'il a déployée à qualifier quelqu'un de nounou. De nounou. Dans ce pays. Je parle le cas du PCN. Allez jusqu'à appeler un député nounou, on vous donne votre enfant de garder comme ça. Or, ce monsieur est à son 7e procès gagné. Gagné. Donc, en fait, on a un MINAT qui est membre du comité central d'un parti politique. Il y a confusion des rôles. Conflit d'intérêt. C'est ça. Merci. Conflit d'intérêt. Ce débat sera poursuivi prochainement sur justement la situation dans les leaderships des formations politiques au Cameroun, principalement dans les formations politiques d'opposition. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur les thèmes inscrits à l'ordre du soir. Merci à vous, cher monsieur, Dr Pierre Balagan-Cotte. On connaît la difficulté qui est à vous d'avoir suivi des plateaux de télévision. Merci d'avoir fait le déplacement. Benoît Feudieu, merci. Jean-Guy Zogo, monsieur Molu et monsieur Assiga qui nous ont accompagnés dans la réflexion de ce soir. Vous qui nous regardez de par le monde, je le sais, Info TV est suivi partout dans le monde. Vous ne bougerez pas parce que dans 8-7 minutes, vous aurez droit à l'information en langue de Shakespeare. Mimi Chobo est dans les loges justement pour vous délivrer le meilleur, la quintessence de cette information-là. 20h, Théophile Vianney-Billa, TGV, sera là aussi pour le même exercice, celui du partage de l'information. Car sur Info TV, seule l'information prime. Quant à nous, retrouvons-nous demain lorsque ce sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre aventure du grand soir. Bien le bonsoir.